Bonjour à toutes les mères, les femmes, les working girls parfaites. Je m'appelle Céline, j'ai 2 enfants, un mari et je suis 100% solidaire du programme lancé par Laurie. Au passage, je fais un petit coucou aux papas qui sont là et qui, à mon humble avis, sont les meilleurs supporters de leurs femmes sur le sujet. Ceci étant dit, pour moi, la première question qui m'est venue quand on a échangé du sujet avec Laurie, c'est: qu'est-ce que l'ennemi d'une mère imparfaite? Parce que finalement, à première vue, on pourrait imaginer que c'est l'influence de l'environnement. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est toutes ces pédagogies alternatives qui émergent? Est-ce que c'est la pression sociale qui peut aller des conseils du collègue de boulot, de la famille, de l'expérience des amis qui sont déjà rodés? Et comme je suis moi-même très connectée au sujet, j'ai réfléchi et je me suis rendue à l'évidence que c'est moi, c'est moi mon propre ennemi. Oui, je trouve que cette notion d'imperfection, elle mérite d'être assumée. Sans quoi la course serait perdue d'avance s'il n'y avait pas d'issue. Aucune issue, pas de solution. Alors bien sûr, j'imagine que ce serait vraiment sympa que ce programme devienne une injonction. Et ça, je dis ok, mais seulement si, et vraiment à cette condition, si ça vous aide à aller à la rencontre de vous-même, à accepter votre part d'ombre. Et pour ça, j'ai choisi de commencer très fort pour vous aider à déculpabiliser. La bonne mère, pour moi, elle est aussi rare qu'un Mozart. C'est un génie, la mère parfaite, c'est un génie. Alors, vous aurez peut-être reconnu les mots d'Elisabeth Badinter dans ce reportage dont le titre intéresse notre sujet, le mythe de la bonne mère. Voilà un ton inspirant qui devrait en faire déculpabiliser plus d'une. Et c'est tout l'objet du challenge, se délester de ses peurs et comprendre ses fonctionnements. Alors, tout ça pourquoi, allez-vous me dire? Déjà, pour pas se perdre soi-même en route. Aujourd'hui, c'est ce qui me tient à cœur avec mes 2 casquettes. La première casquette, c'est celle de maman, où je peux témoigner avec toutes mes imperfections. Même si j'ai de plus en plus conscience de mes propres besoins et que j'entraperçois assez régulièrement ma place de mère, ma place de femme, c'est pas toujours au quotidien évident. J'alterne régulièrement les périodes de mère en mode pilote automatique et les moments de pur partage. C'est un petit peu comme si j'étais une funambule. Les moments de plaisir, ils sont souvent programmés, alors que finalement, ils devraient pouvoir faire partie de mon quotidien, non? C'est comme si c'était mon cerveau reptilien qui, à un moment, m'impose des sorties de route, presque en mode survie. Et pour ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes 2 copines, Adélaïde et Anaïs. Moi, la mère parfaitement imparfaite, de répondre à mes filles: «Attends, je suis occupée», parce qu'elles voulaient jouer avec moi, mais au fond, je regarde mon portable ou une série. J'ai l'impression d'être un perroquet parce que je répète toujours les mêmes consignes. Acheter la paix en leur donnant ce qu'elles veulent. C'est mettre mes enfants devant la télé pour que je puisse avoir un petit peu de paix. Alors on entend ce soupçon de culpabilité et c'est là où je sors ma 2e casquette qui me permet de prendre un peu de recul, celle de l'accompagnement des familles. On peut avoir l'image du coaching parental en mode super nanny et pourquoi pas hein, si c'est ce que vous avez besoin, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt Mary Poppins. Alors j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous visualisiez la scène où Mary Poppins sort de son sac immense, puis un par un, tout un tas d'accessoires utiles, drôles, originaux et avant tout sur mesure. Alors, je vous remercie de vous laisser porter et de me faire confiance. S'il y a une chose très importante pour moi à retenir déjà, c'est accepter
que devenir parent, c'est comme un tsunami qui rentre dans vos vies, avec un effet en plus systémique sur les frères et sœurs, les amis, les grands-parents, la famille. Il y avait déjà plusieurs facteurs. D'abord, l'histoire personnelle du père, de la mère. Ensuite, il y a l'histoire du couple et deux histoires, deux éducations qui peuvent aussi se télescoper. Donc, ça fait une source potentielle de conflit en plus. Et ensuite, il y a le besoin, en devenant parent, que chaque être trouve sa place en gardant sa singularité. Et oui, parce que finalement, merci les bouquins avec les super conseils pratiques, les petits pots maison, les couches lavables, les cododos, les faire la sieste en même temps que le bébé. Tout ça, c'est pas toujours très réaliste. Mais s'il vous plaît, il est où le vrai mode d'emploi? Moi, je l'ai cherché. C'est un guide de la préparation mentale qu'il nous faut. Alors franchement, le fameux «c'est que du bonheur», pour moi, c'est une belle phrase, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Et ensuite, j'aimerais insister aussi sur le principe très important de la balance, donc on appelle en mots savants psychologie l'homéostasie. L'idée, c'est de maintenir l'équilibre des besoins et leur satisfaction. D'un côté, on a les ressources des parents et de l'autre côté, on a le stress du quotidien. On a la famille, on a le travail, on a toute cette charge mentale. Et si les besoins ne sont pas satisfaits, survient un déséquilibre. Alors l'idée, c'est que peut-être un regard extérieur permettrait de vous aider aussi à retrouver ce nouveau souffle, à prendre conscience des dysfonctionnements avec une personne neutre et bienveillante. C'est pas toujours facile ni possible de réussir à le faire tout seul. Tout dépend si on a le discernement nécessaire et la disponibilité et aussi l'énergie pour le faire. Voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, très important pour moi, c'est que derrière ce programme Mère parfaitement imparfaite, moi j'entends aussi un peu une réalité plus sombre en filigrane. Pour ma part, ça m'a fait penser à la série Desperate Housewives qui m'a toujours fait beaucoup rire parce que finalement, malgré toutes les difficultés, toutes les mamans sont assez solidaires, elles essayent de se soutenir. Et je trouve que ben, cette belle vitrine, elle existe aussi dans la réalité, mais on n'a pas toujours des gens sur qui on peut compter et avec qui on peut aussi dire les choses en acceptant qui on est, en acceptant de notre vulnérabilité. Et c'est important de savoir que l'épuisement ou le burn-out parental peut s'installer de manière très insidieuse. Alors, quoi qu'il arrive, surtout, vous savez qu'il y a de la solidarité. Vous pouvez compter sur les professionnels, sur les groupes de parents aussi, sur les associations, les lieux d'écoute. Donc, c'était un peu le message aussi, c'est ne restez pas seul parce que vous ne l'êtes pas. Petit clin d'œil humoristique pour rejoindre notre thématique de mère parfaitement imparfaite, autant dans les photos que dans les mots. Je me demande comment c'est possible de cultiver son imperfection ou tout au moins de l'accepter dans une telle société. D'un côté, on voudrait être la super mère ou maman au foyer qui fait les pitchs maison et qui va chercher ses enfants à 16h30. Ensuite, on aimerait s'assumer à 100% financièrement, être the working girl avec des challenges épanouissants, faire un petit tour à la salle des sports, et puis voir ses copines au resto, être une amante, une artiste. Mais comment est-ce possible tout ça? Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Linda, qui est une maman parfaitement assumée. Se choisit pour pouvoir être une mère du quotidien et pas être une mère exceptionnelle quelques fois par an. On est toujours dans des standards de perfection, d'être la maman qui est tout le temps au taquet, à faire des gâteaux pour l'école, à faire les sorties, à les emmener au musée pour augmenter leur degré de curiosité. Donc moi, j'ai fait le choix de privilégier ma charge mentale pour pouvoir
faire du mieux dans tous les postes. C'est peut-être pas parfait, en tout cas, c'est ce qui me convient. J'adore cette vague de liberté. Je vous présente la chambre de l'enfant parfait et la chambre de l'enfant parfaitement imparfait. Je ne sais pas ce que vous retrouvez le plus chez vous. En tout cas, moi perso, celle de gauche, c'est plutôt avant que les copains, la famille arrivent. Et celle du haut, ben, c'est plutôt à la fin de la soirée. J'aime bien la petite citation qui va avec et qui peut aussi faire déculpabiliser. Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide? Je voulais aussi vous dire que vous êtes acteur du changement et c'est très important d'intégrer que le travail d'introspection, c'est vous qui le faites. C'est pas le boulot du copain, du mari, de vos amis, ni de votre nounou, des enseignants et a fortiori, ni celui de vos enfants. Alors, peut-être que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce que vous allez lire, ce sera pour vous des banalités. Peut-être que vous allez faire des vraies découvertes et que je vais vous apprendre des choses qui pourront tout changer. Et j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à l'instar d'un sport ou d'un instrument, tout s'apprend par la répétition. Donc, ne restez pas tout seul, ne restez pas toute seule. Si vous avez des questions, je serai là. J'aimerais vous proposer des outils d'auto-coaching, en commençant par votre socle, vos valeurs. Identifier ses valeurs personnelles, ça permet de trouver du sens dans sa vie. Ces valeurs, elles guident vos actions. Elles sont comme des principes de vie. Soit elles sont héritées de notre éducation, ou alors elles sont liées à notre histoire, à notre culture, ou tout simplement à une philosophie de vie. En tout cas, elles sont au cœur du sens que l'on donne à notre vie. Et je vous ai mis la version parentalité. Euh, la question, c'est peut-être de se faire un petit avant-après. Pourquoi vous avez voulu être parent? Qu'est-ce qui était important pour vous à l'époque? Et qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Alors peut-être que certains vont l'aborder comme un jeu, peut-être que d'autres auront besoin de prendre des notes. En tout cas, avoir un temps de qualité dans sa tornade du quotidien pour faire ce cheminement, c'est très important. Parce que déjà, qu'est-ce qui va vous permettre d'identifier vos valeurs? Eh bien, tout simplement, ce sont vos émotions. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle avec intensité? Allez chercher au plus profond de vous. À travers cet exercice, c'est aussi se rendre compte que c'est important de faire le deuil du parent que nous rêvions d'être. On a assez de pression de manière générale dans la vie et cet idéal, il est entretenu par ou pour tout un tas de raisons. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les autres que je souhaite atteindre cet idéal? Est-ce que c'est pour garder, entre guillemets, la poker face? Est-ce que c'est pour satisfaire mon enfant intérieur? Est-ce que c'est pour prendre le contre-pied de mon éducation? Ou tout simplement, est-ce que vous vous rendez compte que le parent que vous rêviez d'être et celui que vous êtes aujourd'hui ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus? Est-ce que le challenge est peut-être trop élevé et que finalement il n'est pas atteignable? Alors l'idée, c'est de relativiser. Parce que ce qui peut arriver, en fait, c'est de devoir surmonter un conflit de valeurs. On grandit avec certaines idées et il faut se laisser le temps d'accueillir l'information, de faire évoluer son point de vue. Alors prenez ce temps et surtout, dites-vous, que se passerait-il si je n'y arrivais pas? Et vous verrez que finalement, il n'y a rien de grave. Plus on cultive cet idéal, plus on alimente cette souffrance. Alors surtout, prenez ce temps, rien que pour vous. Je refais une connexion avec la thématique mère parfaitement imparfaite, car c'est peut-être pas si évident de le relier à cette démarche de travail sur soi. Le fil conducteur est toujours le même, vous alléger, dompter votre corps et votre esprit. À partir du moment où vous serez bien enraciné, aligné avec vos choix, vous ne culpabiliserez plus, ou peu, ou peut-être juste simplement dans certains domaines, et puis c'est ok aussi de vivre cela.
Moi, j'aime bien l'image de l'escalier pour exprimer cette intention. On a un bel escalier majestueux, ancien, avec des recoins sombres et puis aussi quelques zones plus lumineuses, histoire d'entrevoir quelques pistes de réflexion. Pour ceux et celles qui connaissent le management, on parle de principe d'amélioration continue. C'est une façon de penser dans laquelle une série de petits changements se traduit par des améliorations progressives dans les processus de production. Et c'est aussi un raisonnement qui est largement applicable au quotidien, que ce soit dans le cadre d'une démarche de développement durable, de recherche de solutions dans le travail, en famille, d'expérimentation, de se lancer des défis. D'ailleurs, on peut voir que l'escalier laisse aussi une autre porte de sortie. Alors soyons doux avec nous-mêmes. À ce titre, j'aimerais vous lire un extrait du 4e accord. Vous trouverez facilement le livre de Don Miguel Ruiz. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les 3 autres en habitudes solidement ancrées en nous. Le 4e accord concerne l'application des 3 premiers. Faites toujours de votre mieux, quelles que soient les circonstances. Faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil. Même d'une fois à l'autre, selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillerez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous serez en moins bonne santé. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux, ou irrité, en colère ou encore jaloux. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prendrez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il ne l'était. Alors si vous voulez continuer à développer votre plein potentiel, suivez-moi. Pourquoi je m'obstine parfois ou souvent à faire telle ou telle activité avec mes enfants, à m'imposer telle tâche ménagère clairement pas urgente ou essentielle au regard d'autres membres de la famille, vous voyez de quoi je parle, ou de qui je parle, ou alors organiser pour la énième fois un anniversaire à la maison avec toute la charge explosive que cela comporte. Alors, si vous vous reconnaissez, petit topo sur les croyances construites par notre éducation, par nos expériences et par nos rencontres. En gros, il y a 2 types de croyances. Il y a les croyances aidantes, qui sont plutôt des ressources positives, et il y a les croyances limitantes, qui sont plutôt des sources d'inconfort. Alors notre cerveau, lui, il fonctionne un petit peu comme un disque dur. Il dispose d'un certain formatage et d'une programmation mentale au sein duquel se trouvent les fameuses croyances limitantes. C'est celles qui nous ralentissent dans notre vie. Alors, on ne peut pas faire le total reset, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ces croyances en des ressources stimulantes. C'est vraiment important, je trouve, pour l'enfant aussi, de comprendre ces données-là. C'est pour ça que je vous ai mis le petit schéma. Il y a un professeur de psychiatrie, Daniel Siegel, qui a parlé dans un de ses bouquins sur le cerveau, qu'en grandissant, le cerveau de l'enfant se construit en miroir de celui des parents. D'où l'importance de travailler sur ces croyances parentales qui vont générer forcément tel ou tel comportement. Et vous verrez sur le schéma, c'est intéressant, ça montre qu'il est important de prendre conscience de ces automatismes. À mon sens, l'accompagnement, c'est aussi de permettre ça aux parents, la prise de conscience de leur potentiel et surtout qu'ils s'autorisent à faire de leur mieux. Parce qu'au final, qu'est-ce que je véhicule à mon enfant quand je veux que tout soit parfait? Quel message inconscient je lui transmets? C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, je peux prendre un exemple personnel. Moi, j'étais une petite fille qui rangeait parfaitement sa chambre, qui classait, limite maniaque.
Et j'étais persuadée que tous les enfants étaient pareils. Donc, je proposais à mes enfants, même très petits, de ranger dans des boîtes avec des étiquettes, etc. Et je leur collais une pression pas possible. Et finalement, ça n'avait plus du tout le résultat escompté, puisque déjà, c'était pas possible pour eux de ranger pour des enfants de moins de 8 ans avec un classement aussi exigeant et fastidieux. Mais surtout, ils voulaient plus jouer, ils avaient peur de déranger. Je pense que devant l'ampleur de la tâche, ils changeaient d'activité et ça venait pour moi résonner. Déjà, ça me mettait assez souvent en colère et puis je voulais leur inculquer le rangement et développer leur imagination et ça faisait l'inverse. Donc, j'ai renoncé à mes exigences de rangement et maintenant, voilà, je ferme les yeux sur certaines choses, je leur donne des petites règles de base, mais j'ai laissé tomber. Et il y a beaucoup plus de sérénité. Voilà, c'est un petit exemple personnel, mais c'est pour dire aussi qu'on a tous des besoins contradictoires qui vont cohabiter en nous. Et l'idée, c'est un, de les identifier, deux, de les accepter et puis aussi s'en libérer pour ne plus entretenir les peurs et les croyances. Et finalement, je dirais que c'est offrir à nos enfants le meilleur de nous-mêmes avec nos imperfections. Dernier petit point de vigilance sur cette partie croyance avec un exemple. Si on reprend le schéma, on part d'une croyance comme quoi tous les enfants qui regardent la télé ne lisent plus de livres. Mon comportement, j'interdis la télé. Le résultat, déjà, moi, je me prive de quelques moments de silence, de détente, de bien-être. Je les éloigne d'un outil qui peut être instructif, d'une norme sociale aussi probablement. Et surtout, je viens renforcer ma croyance. Et c'est pas l'idée, puisque à terme, on peut faire augmenter le taux de cortisol avec un tel comportement, donc de stress auprès de son enfant. Et puis surtout, l'accumulation, ça laisse place à la colère, à l'agacement, à des émotions sur lesquelles, justement, on souhaite lâcher prise. Alors, nous, on veut un cercle vertueux, alors s'il vous plaît, sortez du cadre. Petit bonus pour avancer dans votre introspection, se questionner sur sa propre enfance, sur son modèle éducatif. Effectivement, notre enfance a une incidence sur l'adulte qu'on est aujourd'hui. On a vu que nos comportements sont induits par la société, ils sont empreints de notre histoire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on se construit forcément en opposition ou peut-être par mimétisme ou comme le modèle parental. Moi, je crois qu'on se construit surtout avec son héritage, avec ce qu'on est, ce qu'on devient, nos expériences. Et c'est important aussi de se souvenir du positif comme du négatif de nos expériences d'enfant. Parce que inconsciemment, tous les mots qui ont été dits ou le comportement de nos parents nous a conditionnés. Vous noterez la petite subtilité du langage des oiseaux, les mots dits et les mots dits en un seul mot. L'idée, c'est d'en faire une force, de prendre conscience de ces fonctionnements toxiques et de s'en libérer, se poser toujours la question de comment on peut voir les choses sous un autre angle. Les fameuses petites voix. Non, ce ne sont pas les petites voix qu'on a dans notre tête, ce sont les drivers, ces fameux mécanismes un peu pernicieux issus de l'enfance. Alors peut-être que le système des étiquettes est plus connu pour vous. C'est des qualificatifs qui sont attribués par des adultes. Ça peut être les parents, les grands-parents, les copains, les professeurs. Souvent, c'est sans méchanceté à la base, parfois même avec un peu d'humour, mais tout ça, ça vient infuser en vous depuis l'enfance. Je vais prendre un exemple personnel. Depuis toute petite, je suis très solitaire. J'aime pas aller aux anniversaires, j'aime pas les fêtes foraines, j'aime être toute seule dans la cour de l'école pour jouer avec mon élastique. Bref, j'aime être peinard. Donc j'ai été qualifiée de enfant sauvage, au sens ermite du terme. Finalement,
En grandissant, je me suis construite avec cette étiquette. Alors probablement que le fond est vrai, mais pour faire le lien avec les drivers, ben, j'ai développé aussi un soi fort, un soi parfait, pour qu'on puisse rien me reprocher. Ce qui me fait penser que c'est peut-être ça l'obsession aussi des étiquettes sur les boîtes. Et justement, une étiquette, c'est à la fois systématiser un comportement, mais c'est aussi l'induire insidieusement auprès de son enfant. Alors il n'y a rien de grave, tout est question de nuance et d'équilibre. Si on prend un autre exemple, dans nos sociétés trop pressées, à force de répétition de situations comme dépêche-toi de t'habiller, dépêche-toi, tu vas rater le car, dépêchons-nous, on est en retard pour la réunion, avec de surcroît un parent dont la ponctualité est super importante, tout ça, ça va générer un stress. Alors l'idée, pour vous, c'est d'identifier ces petites voix, ces étiquettes qu'on a peut-être déjà induites ou que vous avez peut-être aussi déjà induites chez votre enfant. Challengez-vous, notez vos objectifs. Par exemple, le mien, c'est d'arrêter de dire à mon fils qu'il est tout le temps ronchonchon le matin, que quand il perd au jeu, il est aussi ronchon, que quand il cherche son short de foot, qui n'est pas lavé, il est aussi ronchon. Quand il a oublié son cahier de poésie, idem. Et j'essaye de changer mon regard sur lui. J'essaye de prendre du recul et de me dire aussi que c'est pas très important. Et c'est important aussi pour votre conjoint, c'est important pour vos amis de voir que vous pouvez vous autoriser à adopter un autre comportement. Alors surtout, n'hésitez pas, faites le test. Je l'ai sous format PDF. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. On dit souvent que le cheminement personnel, c'est comme un oignon. L'apprentissage se fait à plusieurs niveaux et il se fait par couches. Alors parfois, on pense que la guérison, elle est en surface. Mais finalement, le plus souvent, il faut plonger. Plonger pour chercher l'essence même, le déshabiller couche par couche avec douceur. Et je vous ai mis le processus de changement. Ça, c'est vraiment pour vous encourager. Parce que par expérience, je trouve que souvent on se dit oh, je stagne, oh, même je fais des marches arrière. Et ça peut être décourageant. Mais finalement, continuez à y croire. Croyez-y vraiment très fort parce que quand vous allez monter des marches, vous allez vous sentir plus forte, vous allez vous sentir fière de vous et vous allez y arriver et vous serez des super mamans fières d'être parfaitement imparfaites.